Bienvenue sur Ici Éco. L'État se tient aussi soucieux des fonds des déposants que ces derniers eux-mêmes. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances Hassine Jaber en soulignant que les travaux sérieux sont menés conjointement avec le gouvernement, le ministère des Finances et la Banque du Liban afin d'aboutir à une loi sur le gap financier. Cette loi devrait garantir la justice sur la base de la responsabilité nationale et permettra le rétablissement de l'équilibre financier à travers un système bancaire capable de retrouver sa place en tant que pilier de l'économie libanaise et acteur essentiel du financement de l'investissement et de l'octroi de crédit dans les domaines industriel, commercial et immobilier. Actuellement, la loi sur le gap financier suit un processus progressif de préparation et de discussion. Le gouvernement espère l'achever au début de l'automne prochain, tandis que la Banque du Liban poursuit déjà la collecte d'informations et d'études nécessaires pour comprendre les détails de cette faille ou de ce gap et mettre en place un mécanisme clair de répartition des responsabilités entre l'État, la Banque centrale et les banques. Le ministre Yassine Jaber a par ailleurs rappelé qu'aucun système bancaire au monde, quelle que soit sa taille ou sa solidité financière, n'en est en mesure de restituer simultanément et en une seule fois l'ensemble des dépôts à tous ses clients. Et voilà, durant cette émission, nous aborderons les principaux dossiers économiques et financiers de la loi sur le gap financier, la restructuration des banques, en passant certainement par les indicateurs économiques et les réformes en cours avec le secrétaire général des organismes économiques au Liban, Nicolas Chamas. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Monsieur Martin. Le Pour, plaisir est le mien. pour commencer, le ministre Yassine Jaber affirme que l'État est aussi attaché à l'argent des déposants qu'eux-mêmes. Partagez-vous cette approche dans le cadre du processus de restructuration bancaire et de traitement du dossier des dépôts? Je le souhaite de tout cœur. En tout cas, je dois dire que nous autres, en tant qu'organisme économique, nous avons prouvé être extrêmement attachés à l'argent des déposants, à sa reconstitution et à sa restitution, et ce depuis des années. L'État, il faut le reconnaître, jusqu'à, disons, les dernières déclarations du ministre Jaber, n'avait pas eu tellement de sollicitude et tellement de positivisme vis-à-vis des déposants. Au contraire, le dossier avait été ignoré quasiment pendant de longues années. Et naturellement, M. Jaber doit continuer par dire, si jamais l'État se sent concerné par la question des déposants, ils doivent, par le fait même, reconnaître la responsabilité de l'État dans la débâcle économique et par là même sa participation au recouvrement et à la restitution de l'argent des déposants. Donc on se félicite naturellement de cette déclaration, mais on attend à voir. Le Parlement a adopté la loi sur la restructuration du secteur bancaire, mais son application reste conditionnée par l'approbation de la loi concernant le gap financier. Quelle est votre lecture? Ma lecture, c'est qu'il y a eu une certaine précipitation parce que nous savions déjà que les deux dossiers sont liés. On ne peut pas aujourd'hui venir évaluer une banque sans savoir exactement quelles sont les hypothèses de travail, quelle est la responsabilité de chaque partie, à savoir l'État, la Banque centrale Vous dites et les ici banques dette, commerciales. perte, responsabilité, distribution de ces Exactement. responsabilités. Donc nous avons mis, l'État a mis, si vous voulez, la charrue avant les bœufs, mais ils ont corrigé le tir avec l'article Mais 37. cette corrélation qui existe entre l'application de cette loi et l'approbation de la loi sur le gap financier. C'était indispensable de faire ce lien, cette liaison. Maintenant, il y a certains députés qui ont apparemment soumis un recours auprès du Conseil constitutionnel en attaquant précisément cet article. Mais il y a des précédents. Il y a des précédents dans la vie législative du Liban, comme quoi le législateur peut, disons, mettre en attente ou mettre en veilleuse un certain texte en attendant l'adoption d'un autre texte. Par exemple, aujourd'hui, il y a des textes qui ne peuvent pas entrer en application sans des décrets d'application. Ça, c'est un simple décret. Un simple décret peut arrêter une loi. Que serait-ce une autre loi qui a une plus grande valeur que le décret? Donc, mais le texte en lui-même a été bien, disons,
recanalisés et réorientés par le gouverneur de la Banque centrale. Ah, c'est ça. Et Vous avez bien mentionné la version finale de la restructuration de la loi ou bien la loi de restructuration du secteur bancaire. Comment évaluez-vous cette version finale de cette loi? c'est la meilleure après avoir tout lu. Mm. Il y avait en fait trois positions. Il y avait la position du gouvernement, donc qui a préparé la mouture, le projet de loi. Il y avait la position du FMI qui était extrêmement dure à ce sujet et qui était très hostile par rapport au secteur bancaire et très permissif par rapport à l'État. Depuis le premier jour, le FMI, et ce n'est pas tant par charité chrétienne, mais parce qu'ils veulent veiller sur leurs intérêts. Quand le FMI avance des fonds à un certain État, il veut s'assurer, comme un bon Mm. banquier, que cet argent, ce montant va lui être remis. Et la Mhm. meilleure façon de le faire est d'éponger et d'éliminer toute autre dette Mm. qui incombe à l'État. Et il y a la version donc, du gouvernorat de la Banque Mais centrale. ici, on avait le problème de la confusion entre dette publique et dette privée. On se Tout rappelle à très fait. bien comment le calcul a été fait. Donc Justement, justement. Voilà, je voulais le ça, dire. c'est aussi grave. C'est parmi les points que je voulais vous souligner. D'abord, par ordre d'importance, le gouverneur pensait qu'il y avait une certaine, disons, attaque contre l'indépendance de la Banque centrale. Et Mhm. c'est quelque chose d'intolérable parce que nous connaissons la corrélation très étroite qui existe entre le degré d'indépendance de la Banque centrale et la réussite de la politique monétaire. Mm. Donc, il a obtenu gain de cause sur cela. Cette indépendance sacrée, bien mentionnée par le Code de la monnaie et du crédit. Tout à fait, tout à fait. Mais dans la pratique, une simple loi pouvait la mettre en péril. Mhm. Deuxième point, donc, comme nous le disions aussi, il y avait une confusion des genres, c'est-à-dire qu'il voulait mettre, le texte voulait mettre le gouvernorat de la Banque centrale et la commission de contrôle des banques au même pied d'égalité, Mm. alors que c'est une absurdité, parce que Certainement. la CCB dépend, disons, financièrement et administrativement de la Banque centrale, alors que c'est vrai, elle a une certaine autonomie opérationnelle. Ce n'était pas possible de les Mm. mettre sur un même pied. Et troisièmement, il y a eu une volonté, disons, de modifier complètement le périmètre de la haute autorité bancaire, Mm. ok, en faisant entrer des acteurs dont, disons, le choix n'était pas toujours pertinent. Et donc le gouverneur a abouti en fin de compte à deux chambres à l'intérieur donc de cette haute autorité. La première, pour disons, les crises normales, en temps, disons, de prospérité économique, si jamais avec une banque donnée, il y avait un problème de gouvernance, de liquidité, etc. Donc, il y avait cette chambre qui s'occupait donc de pénaliser la banque. Et la chambre numéro 2, et ça c'est l'aspect nouveau, confirme qu'il s'agit d'une crise systémique. Mm. Et ça, c'est le plus important aussi, parce que le gouverneur, Le depuis gouverneur a insisté, certainement. depuis le premier jour, il il a a expliqué, fini. il a été aussi clair. Il a, Il a bien exactement, expliqué pourquoi cette crise est une crise systémique. exactement. Il a fini par instiller dans l'esprit de tous les dirigeants et du public libanais qu'il s'agit d'une crise systémique. Mm. Et en fait, il est revenu à la définition du FMI qui s'applique à 100% à la crise libanaise. Mm. Donc, c'était vraiment bizarre que le FMI Ne voyez pas essayait... cette crise comme étant une crise systémique. Exactement. Il pensait que c'était une crise d'une banque par rapport à ses clients, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, ceci a abouti à la formation de cette chambre numéro 2 qui comprend le gouverneur de la Banque centrale en tant que président, le vice-premier gouverneur d'office, un autre vice-gouverneur qui est nommé par le Conseil central de la Banque centrale, le directeur général du ministère des Finances, qui siège lui aussi au sein du Conseil central. Mm. Il y a également un juge, il y a un représentant de la société ou de l'association des garanties des dépôts, il y a un expert financier qui est proposé par le ministère des Finances, et la partie qui nous intéresse, le 8e membre de cette commission, est un expert économique qui est nommé par le ministre de l'économie et le gouvernement d'une liste provenant des organismes économiques. Mm. Alors c'est là, et les gens, le grand public ne sait pas cela.
Les organismes économiques, naturellement, sont un participant majeur à tout ce processus et naturellement notre point de vue a prévalu et donc nous serons bel et bien présents dans cette grande opération de restructuration bancaire en apportant notre propre lecture de la situation économique telle que nous le faisons depuis des années. Et naturellement, nous nous félicitons tous ensemble de cela. Le gouvernement, le ministre ou bien le ministère des Finances et la Banque centrale travaillent actuellement à l'élaboration de la loi sur le gap Oui, financier, censée instaurer une certaine justice, donc fondée sur la responsabilité. Comment atteindre cette justice alors que jusqu'à présent les gouvernements successifs reconnaissent une responsabilité partielle vis-à-vis de la dette et des pertes? tout à fait. Il faut rendre à César ce qui est à César et il faut faire assumer à chaque parti sa responsabilité qui est propre. Donc c'est le point de départ, comme vous le disiez très justement. Et je pense que c'est quelque chose d'acquis aujourd'hui dans l'esprit donc de la BDL, qui est l'acteur central, qui a été et qui est toujours l'acteur central de cette crise financière, monétaire, bancaire, etc. C'est quelque chose qui devient très clair dans leur esprit aujourd'hui. À partir de là, la première tâche est de rééquilibrer les comptes de la Banque centrale. C'est Parce ça. que ce fameux déficit financier a été C'est à ça. la Juste cause de pour tout. rappeler que pour le gouverneur Karim Saïd, je reprends ces termes, la priorité demeure le rééquilibrage du bilan de la Banque du Liban, c'est la condition essentielle pour restaurer la confiance et la stabilité monétaire. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, Mais, il dit, mais cela ne peut se faire qu'à travers un traitement objectif des dépôts, le recours progressif aux outils modernes de politique monétaire et une réévaluation transparente du bilan. tout à fait. Maintenant, donc le gouverneur a dit plus d'une fois qu'il se trouve devant une crise exceptionnelle. Mhm, OK? Et aujourd'hui, il y a quasiment un danger pour l'ordre public financier. La définition, la mhm, belle définition, mhm, l'ordre public financier. mhm, À partir de ça, quand qu'on souligne et qu'on affirme que la crise est systémique, on doit recourir à des moyens exceptionnels. Donc ces moyens, c'est de défaire un certain nombre donc, de décisions et de mesures qui avaient été prises et qui étaient légales, qui étaient dans la légalité, mais qui étaient un peu aberrantes. Par exemple, pour rééquilibrer donc les comptes, il est question de revenir sur les taux d'intérêt excessifs pendant la période 2015 à 2019. C'est vrai que les déposants, disons, n'ont rien à se reprocher, et les banques non plus. La politique monétaire était ce qu'elle était, mais en temps de crise, il faut aller vers le plus urgent. Et donc ça s'est fait dans d'autres pays aussi. Un autre point, c'est celui concernant, disons, l'opération de change de livres libanaises en dollars après le 17 octobre, qui s'est effectuée à 1500 également. Donc il n'est pas possible qu'un déposant qui a acheté ses dollars à 1500 les revende à 89 500. Donc ce paquet, qui se mesure par dizaines de milliards, okay, va recevoir un traitement différencié. Ils ne déboucleront pas cette opération à 1500, mais peut-être à 25 et 30 000, ce qui est normal parce qu'il n'y avait pas une couverture en Mais dollars à depuis ce quand vous, les moment-là. organismes économiques, vous étiez contre le concept de rétroactivité? Nous sommes toujours contre le concept de rétroactivité, mais la loi, le législateur, par exemple, sur la question du secret bancaire, sont revenus 10 années en arrière. Donc, l'application n'est pas simple. Prenez par exemple un déposant qui vit en Europe ou aux États-Unis, okay, qui ont perçu des intérêts qu'ils ont déclarés au fisc local. Donc, comment revenir en arrière? C'est quelque chose de très difficile. Ou bien, dans le cas, disons, d'institutions financières arabes, étrangères, etc., qui ont fait entrer tout cela dans leur bilan, etc., c'est très difficile de revenir en arrière. Mais à la guerre comme à la guerre, donc il faudra essayer de piocher également aussi. Le tout est de réduire la taille, disons, du passif de la Banque centrale. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le passif est à peu près de 83 milliards, alors que l'actif est de 50 milliards. C'est intéressant de parler de 50 milliards, ce qui veut dire que pour la première fois également, nous parlons de la réserve en or
Donc, le gouverneur est en train de dire... On est à 50 milliards, donc on est c'est la somme entre réserves en or, les réserves obligatoires. Exactement. Donc, on dépasse aujourd'hui les 50 milliards. On est aux alentours des 50 la BDL milliards. parle des 50 milliards. Mm. En fait, il y a un autre Mais élément comment, vous avez bien mentionné les réserves en or. Oui. Comment traiter avec ces réserves en or? Est-ce qu'on peut investir une partie de cet or? Comment profiter de cette plus-value qui a été enregistrée? Pour simplement parler de la plus-value, il y a eu une augmentation en quelques mois de 8 milliards, de dollars. Imaginez-vous, M. Matta, que fin 2019, avec le début de la crise, nous étions à 12-13 milliards, nous sommes à plus de 30 aujourd'hui. Donc nous voyons cet actif progresser alors que, disons, l'économie du pays, le secteur financier et bancaire est un champ de ruines. Il est indispensable de mettre l'or à contribution. Je n'ai pas dit qu'il fallait vendre l'or. Personne ne parle de cela. On parle d'investissement ici. D'investissement. Oui. Et le gouverneur parle de liquidité. Donc, essayer de fournir de la liquidité à l'économie libanaise afin de la relancer par la croissance. Avec l'effet multiplicateur qui existe, donc 2, 3, 4 milliards de dollars aujourd'hui injectés dans le système financier. Exactement. Donc, Exactement. avec l'effet multiplicateur, on peut donc Exactement. les conséquences seront aussi positives. Exactement. Et parce qu'il n'était pas pensable que, en regardant le bilan de la Banque centrale, vous comptabilisiez donc tous les, on va dire, tout le passif en mettant de côté une grosse partie de l'actif. C'est quelque chose d'inimaginable. Ouais. OK? Cet actif est là. Donc les 50 milliards viennent d'ici, mais on peut encore aller au-delà, puisque 3 gouverneurs successifs affirment que l'État doit à la BDL la somme de 16,5 milliards de dollars. Donc nous allons au-delà des 50 milliards. Vous voyez? Oui. Mais c'est un coussin de sécurité pour pousser l'État à contribuer. Et en plus de cela, pour la première fois, la Banque centrale est en train d'évoquer l'article 113 du Code de la monnaie et du crédit. La responsabilité de l'État pour couvrir le déficit budgétaire de la Banque centrale. Vous voyez? Donc, c'est tout le langage. Le code est clair ici. Certainement. C'est tout le langage, et vous en rappelez, M. Maurice, des organismes économiques. Donc, c'est pour cela que le gouverneur a tout notre appui et tout notre soutien dans sa démarche. Mais l'État sort vous dire que oui, ok, moi je suis responsable, mais vous me parlez aujourd'hui de 16-17 milliards de dollars. Moi, je fais face à une crise de liquidité. Comment faire ça? Ça, c'est une autre question. Il y a, M. Matta, il y a d'abord la reconnaissance et ensuite, on verra à partir de là comment agir. Mais l'État est bien solvable. Exactement. L'État manque de liquidité, mais pas de solvabilité. Donc, première distinction, comme vous l'avez bien dit, il faut distinguer entre la dette commerciale et la dette souveraine. Et d'un autre côté, il faut distinguer entre le manque de liquidité et le manque de solvabilité. Aujourd'hui, tout commence par les mots. Quand les choses sont dites d'une façon claire et précise, le problème est plus facile à résoudre. Donc, dans l'esprit du gouverneur, les choses sont claires et bien tranchées. À partir de là, l'État devra certainement contribuer. Les banques l'ont d'ailleurs déjà fait via, disons, leurs fonds propres qui ont quasiment disparu avec la dévaluation à hauteur de 98%, et même qu'elles sont repassées à la caisse après le début de la crise avec la circulaire 154 qui les obligeait à se recapitaliser. Exactement, avec les 3% de liquidité externe et également d'injecter de la liquidité pour augmenter les capitaux. Et on doit aussi souligner, M. Matta, que l'immense responsabilité de la crise incombe à l'État parce que tout ce qui s'est passé après le 17 octobre n'est pas relié aux banques, du tout, n'est pas lié aux banques. C'était une mauvaise gestion de la crise. Une mauvaise gestion de la crise. D'abord, une première chose, la fermeture des banques pendant 2 semaines. Cela a créé un bank run terrible quand elles ont rouvert. Si jamais dans n'importe quel pays au monde cela avait eu lieu, nous aurions vu le même effet, de 1. De 2, le default, le fait de n'avoir pas payé le service de la dette à temps,
et ce pour préserver l'argent des déposants, au contraire, a empiré la crise. Et de trois, il y a eu les subventions. Donc tout cela incombe à 100% à l'État. Naturellement, les banques vont assumer une partie de la responsabilité. L'État doit le faire de son côté aussi, et nous arriverons à une solution. C'est aussi important ce qu'a bien mentionné le ministre Yassine Jaber en disant que il a bien rappelé qu'aucun système bancaire au monde, quelle que soit sa taille, solidité, solvabilité financière, n'en est mesure de restituer simultanément et en une seule fois l'ensemble des dépôts à tous les clients. Et il a tout à fait raison. D'abord, M. Matta, il n'est pas question de tout restituer, Donc la confiance doit revenir. Vous aviez commencé par parler de la confiance pour que les gens, à un moment donné, se sentent en sécurité pour garder une partie de leurs dépôts à la banque. OK? Parce que sinon, si jamais ces dépôts étaient retirés et mis dans les coffres-forts des maisons, cela stériliserait l'économie. Donc, ce sera progressif. Tous les dépôts ne seront pas restitués, mais vous aurez une certaine certitude que vos dépôts sont pour vous. Ce sont vos droits et ces droits sont sacrés et que ce sera fait d'une façon progressive, disons en fonction des possibilités de l'État. Vous êtes convaincu qu'on doit signer un genre de consensus visant à répartir les responsabilités entre État, Banque centrale et banque selon les capacités de chacun? Ce sera fait à travers la loi. La loi sur le financial gap va certainement déterminer la responsabilité des uns et des autres. On a commencé par en parler parce que tout ce qui est post-crise a été très mal géré par l'État et donc la responsabilité incombe à l'État. Et tout ce qui est pré-crise, là aussi la responsabilité de l'État est la plus importante. Et ça, on peut le dire, mais il faudra beaucoup plus de temps d'une façon objective, en démontrant vraiment qui a fait quoi à ce moment-là. Et tout le monde devra donc contribuer. Je me rappelle ici, février 2022, où le Conseil d'État a rendu une décision historique protégeant les dépôts des déposants, en annulant la stratégie qui a été adoptée par le gouvernement de Najib Mikati et qui prévoyait l'effacement des 60 milliards de dollars d'engagement de la Banque du Liban, qui ne sont que, c'est l'engagement de la Banque du Liban envers les banques, qui ne sont que les dépôts des déposants. Donc, c'est très exact. Merci de parler donc de cette décision historique du Conseil d'État, parce que donc il a mis les choses en place. Il a dit que l'État était responsable in fine donc du sort des dépôts, effectivement des dizaines de milliards dont vous parlez. Il a dit que l'État n'avait pas le droit de libérer la Banque centrale de ses responsabilités envers les banques commerciales par rapport donc à ses obligations dollarisées. Et donc parce que cela, naturellement, la phrase n'a pas continué. Donc le gouvernement n'a jamais admis avoir, disons, encouragé un haircut. Mais quand la Banque centrale allait donc ne pas rembourser les dépôts des banques commerciales, cela aboutirait automatiquement à la disparition des dépôts des épargnants. Donc, il y a eu un coup de frein juridique cette fois-ci. Donc, aujourd'hui, les banques libanaises sont munies d'une arme très importante. Elles peuvent s'en prévaloir. Et j'invite vraiment toutes les personnes intéressées à lire la décision du Conseil d'État parce qu'elle est vraiment historique à ce niveau. Le gouverneur de la Banque centrale, Karim Saïd, à plusieurs reprises a rejeté l'idée de radier ses engagements inscrits au bilan de l'institution. Et il allait plus loin que ça en disant que le FMI n'a pas à se mêler, disons, des affaires concernant la Banque centrale avec les banques commerciales. Et même, selon lui, une telle mesure nuirait gravement à la confiance dans la Banque centrale et à la crédibilité du processus de réforme. Certainement. Pour lui, l'indépendance et la crédibilité de la Banque centrale sont vraiment les impératifs numéro un. Il faut les restaurer et ensuite laisser la Banque centrale faire son travail vis-à-vis des banques commerciales par rapport à la dette commerciale. Donc tout ce qui est souverain, c'est du ressort du FMI et de l'État libanais.
Mais tout ce qui est commercial, ça va être réglé entre la Banque centrale et les banques commerciales. Et à chaque fois, le gouverneur insiste que l'argent dont je dispose, vraiment, à commencer par les, les 11 milliards, là, les réserves obligatoires, c'est l'argent des déposants. C'est l'argent des déposants. Donc, il n'y a pas de litige là-dessus. Au contraire, il y a beaucoup de bonne volonté. Et la bonne volonté est indispensable parce que l'État a manqué pendant toutes ces années de bonne volonté et avec lui le FMI. Le FMI, malheureusement, n'a pas eu un rôle très positif et très constructif et nous lui avons dit directement. Même de certains responsables libanais qui travaillaient en faveur du Exactement, exactement. Et non en faveur Donc ils étaient victimes d'une certaine schizophrénie à ce moment-là. Un autre dossier aussi important, le 25 octobre 2024, le Liban a été officiellement inscrit sur la liste grise de GAFI, le groupe d'action financière. Le pays est-il en bonne voie pour sortir de cette liste d'ici octobre 2025? Je le pense. Octobre de cette année, il n'y aura pas, je pense, de révision. Ce sera pour le début de l'année prochaine. Je pense que la première ambition, M. Matta, est de ne pas sombrer vers la liste noire. Hein, déjà, si on pouvait souffler un peu et, disons, mettre en place les éléments de la sortie de la liste grise, ce serait très bien. Et je pense que nous sommes bien partis. Je vais donner un exemple, par exemple. C'est la circulaire 170 qui interdit aux banques commerciales de traiter avec disons, toute entité, tout organisme, institution qui n'est pas, exactement, qui n'est pas légal ou qui n'a pas de permis, vous voyez, qui n'a pas de permis d'opérer. Donc tout cela va dans le bon sens. Tout cela va vers le resserrement. Aussi de l'économie du cash. L'économie du cash également. Ensuite, l'amélioration de la collecte des impôts et notamment des douanes. Parce que nous savons que le trou noir, c'est les douanes. Et là, le ministère des Finances, le ministre Jaber et toute l'administration sont en train de prendre, disons, les bonnes mesures pour réduire cette évasion fiscale. Donc, la question des évasions fiscales, la question, disons, des organismes non autorisés. Ensuite, le fait également de recanaliser l'activité bancaire vers les banques et non pas vers ces officines et ces maisons de courtage ou de change. N'est-ce pas, qui peuvent être très, très nocives. Naturellement, elles ont un certain rôle à jouer, mais elles ne pourront jamais se substituer au système bancaire. Et la BDL également est en train de s'employer à recanaliser l'activité. Donc tout cela, je suis assez, disons, nous allons confiant. Une période de grâce probablement, parce que la communauté internationale est en train de voir de la bonne volonté du Liban. Il faut ajouter à cela également la mise, l'État, la reprise en main par l'État des points de frontières. Par exemple, l'aéroport. Aujourd'hui, c'est fini. L'aéroport est complètement... Donc aujourd'hui, on est au sein de cette phase de détournement. Exact, de détournement et de retournement. Et retournement, mais positif. Certainement. Comme vous le disiez, on va sortir de la liste grise parce qu'il y a des décisions souveraines qui ont été prises. L'État a repris en main. L'aéroport, c'est fait. Le port, il faut encore un peu de travail, ça, tout le monde le sait. Et il y a donc un grand coup de balai qui est en train d'être donné au secteur financier. Un autre dossier aussi important, ma dernière question et le dernier sujet, la commission des finances et du budget présidée par le député Ibrahim Keran avec la participation du ministre Yassine Jaber a tenu une séance consacrée à l'examen d'une proposition de loi sur la régularisation équitable des indemnités de fin de service à la Caisse nationale de sécurité sociale. À l'issue de la réunion, Brahim Kenan a souligné que le débat avait été riche et avait permis d'examiner en détail la situation juridique et financière de l'État, de la CNSS et du secteur privé, notamment les effets de la crise financière sur les travailleurs, les employés et les employeurs. En tant que représentant du secteur privé, des organismes économiques, quelle est, selon vous, la meilleure formule pour parvenir à une régularisation équitable des indemnités de fin de service?
Cette solution équitable a un nom. C'est la proposition de loi du député Faisal Karame, qui édicte que les travailleurs récupéreront 50% des montants qui leur étaient dus avant 2019. Les 50 autres pourcents, À quel taux de change? à le taux de change actuel, mais on est descendu à 50%. OK? Avant 2019, les 50% sont calculés à quel taux de change? Le temps de change d'aujourd'hui. Ah, ok. Le taux D'accord, de change, d'accord. mais Ok, c'est le clair. montant a été réduit de moitié. C'est clair. OK, les 50 autres pourcents seront composés comme suit. L'État prendra en charge 28% et les patrons ou les entreprises 22%. OK? Les organismes économiques ont approuvé cette proposition de loi et le député Kanaan, que je remercie pour vraiment tout son soutien et tout son poids qu'il met dans cette affaire, effectivement, il a bien reflété l'état d'esprit de la réunion de la commission la semaine dernière. Mais malheureusement, l'histoire ne s'est pas arrêtée ici. Il y avait une deuxième réunion prévue lundi dernier et elle n'a pas eu lieu faute de quorum. Donc apparemment, il y a certains députés qui ont, durant le week-end, ils ont subi une certaine influence Donc, et qui se pas sont de bonne rétractés. Hein? Pas de bonne foi. Pas de bonne foi. Malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une question qui traîne depuis deux ans et On ne peut pas continuer comme ça avec qui cette histoire elle est anxiogène pour les travailleurs et pour les entreprises parce que c'est une véritable question existentielle. Pour terminer, je veux dire que les employeurs ont contribué à hauteur de 7,5 milliards avant octobre 2019, qui ont quasiment disparu. L'État et la CNSS exigent tout simplement des patrons de reconstituer cette somme. C'est une folie auquel aucune entreprise libanaise ne pourra résister. À bon entendeur, salut. On parlait ici de 7 milliards, de 8 milliards de dollars. Ici, il faut parler aussi de comme nous travaillons aujourd'hui, ou bien on fait face à une restructuration du secteur bancaire, il faut faire face aussi, il faut travailler sur la restructuration de la CNSS. Exactement, la dette, appelons cela la dette financière, la dette sociale. Oui. Et là, la responsabilité de l'État est unique parce que vraiment, la responsabilité tient à la dévaluation monétaire. Donc, il y a la livre libanaise dans laquelle était déposée et dans les trésors, dans les bons du trésor, ont perdu 98% de leur valeur. Et ça, c'est la responsabilité totale de l'État libanais, alors qu'aujourd'hui, on vient faire incomber cette responsabilité au patron. C'est quelque chose d'impensable et cela aboutira à la faillite de l'immense majorité des sociétés libanaises et je mesure mes mots. C'est toujours un plaisir de recevoir le secrétaire général des organismes économiques au Liban, Nicolas Chamas. Merci beaucoup. Merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.